cette distinction est venue de la nécessité de complexifier, parce que je suis parti des travaux de mes collègues du laboratoire du Centre d'études des mouvements sociaux, précisément, qui ont produit, réfléchi et écrit beaucoup sur la notion d'action située, héritée en partie du pragmatisme américain et notamment de Dewey. Et dans ces concepts d'action située, premièrement, il n'y a pas de spécificité accordée aux politiques, et deuxièmement, ce qui domine, et j'y reviendrai à la fin dans la dernière partie de mon exposé, ce qui domine, c'est l'ajustement aux situations. Il y a une prise, sans doute par rapport à une certaine manière d'analyser les mouvements sociaux jusque-là, une envie très forte de tenir compte et de mettre en lumière toutes les contraintes et toutes les potentialités qu'offre le contexte, contraintes et potentialités, ressources qu'offre le contexte pour le développement d'une action singulière ou collective. Mais dans ces problématiques-là, il n'y a pas pluralité des normes comme il y a dans les pays d'Afrique subsaharienne anciennement colonisés. Ça tient pas à la position géographique, ça tient à l'histoire évidemment. Et d'autre part, il y a, sauf erreur de ma part, pas de spécificité, de regard particulier accordé à l'action politique. Et donc domine l'ajustement à la situation. Alors, ce contexte particulier, africain et d'emblée international, permet de poser, d'interroger, de documenter la question du local, justement. Donc, ce n'est pas notre propos, mais on pourra peut-être être amené à en discuter. On est contraint, pour analyser ces situations, on est contraint de distinguer situé et local. Je ne développe pas, mais c'est une question qui me paraît importante, en particulier dans ce domaine-là. Alors, la réflexion épistémologique que je voudrais à présent partager avec vous pourrait se résumer ainsi. Dans un contexte où le maître mot de l'analyse et des programmes de développement, c'est un concept programmatique qui a été porté par l'Union européenne, la Banque mondiale, etc., mais qui est repris par les bureaux d'études, par les experts et évidemment aussi par les chercheurs, donc où ce maître mot est celui de société civile, le concept d'espace public est quasiment absent, sauf il est absent des programmes, il est absent du langage et des analyses des bureaux d'études et des experts, mais il apparaît chez les chercheurs, et lorsqu'il apparaît chez les chercheurs, il est martyrisé. Il est martyrisé parce que l'effort n'est pas fait d'enquêter sur la réflexion portant sur ce concept, sur la diversité des acceptions, et quand il est mentionné, il est simplement arrimé on arrime le concept de société civile à celui d'espace public, un peu peut-être pour légitimer, mais surtout, ce que je vais essayer de montrer tout à l'heure, pour nommer en creux ce que le concept de société civile ne peut pas atteindre. Alors évidemment, cette hyper-présence de la notion de société civile demande que l'on s'inquiète des effets non seulement au niveau épistémologique, mais évidemment au niveau politique dans ces sociétés où en très peu de temps, je ne vais pas détailler, je suppose que vous me ferez confiance, mais en moins de 20 ans, on a vu exploser de manière exponentielle
le nombre d'organisations, d'associations se réclamant de la société civile et en particulier d'associations se présentant comme des ONG. Si bien que la notion se trouve à la fois utilisée par les acteurs comme pour légitimer une présence dans un espace permettant d'émarger au financement de la coopération internationale, mais aussi utilisée de manière donc acritique chez beaucoup de chercheurs et utilisée également dans les textes des experts, des bureaux d'études qui sont convoqués à la fois pour faire des évaluations a posteriori des programmes de coopération et pour faire des études de faisabilité. On a donc un cercle très perturbant sur le plan de l'analyse, puisque on a une performativité liée à l'usage de cette notion dans les programmes. Il faut être de la société civile pour émarger au budget de l'Union européenne. Donc on s'en réclame et le terme sert en même temps de catégorie analytique et donc à vrai dire on n'y voit plus grand chose. Alors les ONG, donc ce terme-là n'est absolument est extrêmement problématique. Il recouvre des initiatives extrêmement diverses, depuis des regroupements de diplômés sans emploi qui, par le biais de cette opportunité ouverte par la coopération, cherchent à accéder à des financements pour survivre. Et on y trouve aussi des initiatives complètement opportunistes de la part de proches de sphères gouvernementales, initiatives destinées à capter une partie de l'aide au développement. Alors, dans cet univers, peut-on clarifier un peu les significations accordées au terme de société civile? Tout le monde s'accorde pour dire qu'il est flou, mais il reste central néanmoins. Si on veut y mettre un petit peu d'ordre, on peut dire très rapidement que d'un côté, on a un concept de société civile qui pourrait correspondre à Bürgerliche Gesellschaft, hérité de la philosophie allemande et antérieurement des moralistes écossais, qui inclut toutes les relations que nouent entre les membres d'une société, donc y compris les relations économiques, mais relations qu'on pourrait qualifier d'horizontales, indépendantes des autorités religieuses et politiques. Ces relations économiques au début du XVIIIe siècle jouent un rôle majeur dans la formation de cette notion. Ce n'est pas du tout anodin à une période d'élaboration et de débat autour de la légitimité du prêt à intérêt, les choses sont liées, et la revendication, c'est la revendication d'autonomie par rapport aux autorités politiques et religieuses. C'est donc ce qui marque le premier concept. Le second, qui émerge au tournant des années 80-90, correspond à ce qui est ce qui dans les travaux de Habermas est nommé Zivilgesellschaft. On a deux concepts en allemand, ce qui dispense de bien des confusions qui marquent la pensée française et anglaise. En espagnol et en allemand, on a deux mots. Cette deuxième acception, c'est ni prince ni marchand, c'est-à-dire ce qui ne relève ni de la sphère politique, ni de la sphère marchande, la sphère économique. Bon, dans la filiation de ces travaux, la grande question, c'est de savoir qui en est et qui n'en est pas, et la recherche s'est souvent enlisée dans ce type de questions. On pourrait penser que cette deuxième acception dans l'univers de la coopération internationale recoupe la conception habermasienne de la société civile. Il ne faut pas s'y tromper, je pense qu'on ne peut pas dire ça. D'abord parce que dans la philosophie habermasienne, ces acteurs de la société civile ont essentiellement pour rôle de former et de nourrir une opinion publique et un débat public, et donc
elle est envisagée du point de vue de sa contribution discursive, essentiellement à l'espace public, ce qui n'est pas le cas du tout des ONG et de la société civile dans la coopération. C'est une société civile gestionnaire qui met en œuvre des programmes. Et d'autre part, en général, ces organisations sont portées vers l'expression identitaire et la défense d'intérêts spécifiques. Ce qui fait le point commun de ces deux conceptions, c'est que d'une part, le centre de gravité de la solidarité est postulé. On postule que le centre de la gravité de la solidarité appartient à la société civile et non pas à la sphère politique et étatique, ce qui n'est pas sans conséquence parce que c'est au nom de cet aspect de la théorique que les populations sont invitées à se débrouiller pour mettre en œuvre des initiatives en matière de santé et d'éducation, et qu'il n'y a aucun ou quasiment plus de financement au niveau des États pour ces secteurs d'éducation et de la santé par exemple. D'autre part, cette coupure affirmée avec le politique, qui est donc un point commun entre les deux acceptions, est une affirmation, est une autonomie revendiquée, mais ne correspond à aucune réalité concrète. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais il suffit de dire que le président de la République malienne actuelle est un militaire qui a refusé de démissionner de l'armée. Il a fallu la Cour constitutionnelle invente une pirouette, une fiction juridique pour accepter ça, et il a pendant 10 ans fait campagne au nom de la société civile, une fondation pour l'enfance, et il n'est dans aucun parti politique. Donc on a le personnage le plus politique du pays, si je puis dire, qui est au sommet de l'État au nom de la société civile. Donc cette autonomie revendiquée est purement revendiquée, mais n'est absolument pas une ressource descriptive, évidemment. Dans ces programmes et dans ces conceptions implicites, renforcer la démocratie, c'est renforcer les acteurs de la société civile. Ce n'est pas attirer l'attention sur des formes de régulation ou de délibération, par exemple. Alors, première observation, sur laquelle je n'appesantirai pas, mais qui est en fait, sur le plan de l'action politique, assez important. Ces théories de la société civile sont incapables de penser les pouvoirs publics locaux. Ce ne sont ni des regroupements volontaires, ni un démembrement de l'État. Je passe, mais on peut y revenir dans la discussion. Il y a donc là, évidemment, un premier inachèvement de la théorie, puisque elle échoue à dire quelque chose de pertinent de l'ensemble des acteurs présents dans le champ politique. Deuxième remarque, et c'est là maintenant où on accroche, je pense, plus précisément aux questions qui visaient par le titre du séminaire. D'autre part, ces théories sont des théories d'acteurs dont on se préoccupe de l'identité, des stratégies, des ressources, etc. Mais on n'a rien à dire de clair sur les conditions de possibilité d'action, de prise de parole de ces acteurs.